Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Made in Africa, votre magazine économique 100% africain. Ce numéro sera consacré aux énergies renouvelables et plus spécifiquement à l'énergie solaire, des énergies en plein boom à l'échelle mondiale. Tenez, la capacité de production d'énergie renouvelable a augmenté de 50% dans le monde en 2023. Le photovoltaïque et l'éolien représentent 95% de la capacité de production mondiale d'énergie renouvelable, loin devant l'énergie hydraulique ou l'énergie biomasse. Et vous allez le voir, l'Afrique suit la même tendance. Au sommaire ce soir, enquête sur le business de l'énergie solaire en Côte d'Ivoire. Nous allons vous montrer que cette énergie a un coût, mais peut être aussi rentable, que ce soit en zone urbaine ou en zone rurale. Certains agriculteurs qui parient sur le solaire voient leur rendement multiplié par 2. Puis dans notre second reportage, nous vous emmènerons en exclusivité dans un complexe hors du commun, Nour Ouarzazate, à 200 km de Marrakech. C'est tout simplement le plus grand complexe solaire d'Afrique et l'un des plus importants au monde. Nous allons vous plonger au cœur de ce site exceptionnel. C'est un chiffre ambitieux qui montre la détermination du pays. La Côte d'Ivoire compte porter d'ici à 2030 à 42% la part des énergies renouvelables dans son mix, dont 8% à partir du solaire. Des entreprises parient déjà sur ce secteur en ciblant des clients du monde rural, mais aussi des clients qui habitent en ville. Une activité pleine de promesses, mais qui n'est pas sans défi. Le business de l'énergie solaire, un reportage signé Yannick Efoumi, Gisela Mendonça, Théo Renaud et Oscar Noël Sangan. Il est l'heure de la rupture du jeûne dans le village de Kosrouli, dans la région de Dabou, au sud de la Côte d'Ivoire. Oumarou, le boutiquier, est assailli par les clients. Ce réfrigérateur, c'est la pièce maîtresse dans cette boutique. Il fonctionne à l'énergie solaire et permet de conserver tout type de boissons. Dans mon frigo, je vends de l'eau, je vends Zi, je vends Fanta. Je vends tout ce qu'on peut boire là, je vends tout dans mon frigo. Dans cette zone non raccordée au réseau électrique national, difficile pour les habitants d'avoir accès à l'électricité et encore moins à des boissons fraîches. Oumarou a donc vu dans ce réfrigérateur solaire une occasion de satisfaire les habitants tout en réalisant un bon profit. Tu as vu l'eau là, non? C'est hier, j'ai pris l'eau là sans sasser. Mais trop, c'est une semaine. Tout a fini. C'est à cause de frigo là, ça glace, tout le monde veut l'eau glacée. Pour acquérir cet appareil, le boutiquier a réalisé un investissement important. Il a bénéficié du système Pay as you go qui lui permet de payer par mensualité. Prix du frigo, ce qu'on doit payer normalement fini, 1 795 000. Il fait les repos par mois 60 000. Qu'on soit hors réseau ou sur le réseau électrique national, l'énergie solaire peut être rentable aussi bien pour les usagers que pour les entrepreneurs du secteur. En zone rurale, mais aussi en zone urbaine, elle est d'autant plus utile dans l'agriculture lorsqu'il s'agit de booster la productivité. Avec plus de 2000 heures de soleil par an en Côte d'Ivoire, l'énergie solaire semble être un choix incontournable pour le pays. Un pays qui ambitionne d'atteindre 42% d'énergie renouvelable dans son mix énergétique d'ici à 2030, dont 8% d'énergie solaire. Retour au village de Kosrouli. Cette nuit-là, sur la place du village, les habitants sont conviés à une séance de cinéma. Le village n'étant pas raccordé au réseau national électrique, l'événement est rendu possible grâce à des appareils fonctionnant à l'énergie solaire. Derrière cet événement, une entreprise spécialisée dans cette énergie renouvelable. Cette séance de cinéma qu'on organise aujourd'hui a un but de sensibilisation. Et donc sensibilisation pour permettre à ces populations locales d'adopter l'énergie solaire et nous aussi nous permettre de faire une démonstration parce que tous les appareils branchés aujourd'hui fonctionnent à l'énergie solaire. Et donc ça va nous permettre de les rassurer en quelque sorte à l'adoption des différents équipements que Baobab Plus peut leur proposer.
Fin de la séance de cinéma, c'est l'occasion pour l'entreprise de sensibiliser les villageois sur les possibilités qui s'offrent à eux grâce à l'énergie solaire. Vous voyez, c'est 3 niveaux. Premier niveau, il y a des gens qui n'aiment pas quand la lumière elle est forte. Ils aiment la lumière faible. C'est ce qui est bien pour eux. Et surtout pour les bébés, c'est ça qui est bon. Niveau 2, ça on peut étudier avec. On peut bien se voir. On peut se déplacer. Niveau 3 maintenant, là, c'est lorsqu'on veut gâter le coin. Là, tu as ça. Vous voyez là? Les campagnes de ce genre font partie de la stratégie de l'entreprise pour faire adhérer les populations, issues la plupart du temps des zones rurales, à des produits solaires adaptés à leurs besoins. Au final, une dizaine d'adhésions est enregistrée cette nuit-là. Quelques jours plus tard, l'équipe technique de Baobab Plus se rend au domicile de l'un de ses nouveaux adhérents, dans le campement de Brikongo, à quelques kilomètres de Kosroli. Ce dernier a opté pour un kit solaire domestique. Monsieur Nguy Saint-Paul, vous avez une télévision écran 32 pouces. Vous avez également la batterie, voilà, une batterie lithium. Vous avez là un ensemble de 4 lampes, voilà, qu'on va installer tout à l'heure. Vous avez droit également à un panneau qui va permettre de charger la batterie. Et comme on a promis, tous nos kits sont accompagnés d'une parabole et qui vont permettre d'avoir plus de 80 chaînes gratuites. Et le kit parabole est là. Frais d'adhésion, 40 000 francs CFA. Prix du kit, 749 600 francs CFA. Durée du remboursement, 112 semaines. Montant des mensualités, 25 200 francs CFA. Comme la plupart des entreprises du secteur, Baobab Plus a également mis en place le système Pay as you go qui permet de payer en plusieurs fois. Après les formalités d'usage, les techniciens procèdent à l'installation. Première étape, la batterie. Ensuite, la pose du panneau solaire. Il faut l'orienter de manière à garantir le meilleur taux d'ensoleillement nécessaire à la production d'énergie. Il faut une bonne orientation solaire, idéalement plein sud pour la Côte d'Ivoire. Il faut aussi une inclinaison qui varie entre 5 et 15 degrés pour espérer avoir une bonne production du panneau solaire. Fin de l'installation. Le système est à présent fonctionnel. On vient de connecter le câble du panneau à la batterie et on peut voir sur l'écran le pourcentage de charge du panneau. Nous sommes actuellement à 45%. Donc le panneau capte 45% du rendement actuel. Si le besoin des clients est d'alimenter une charge plus importante, nous leur proposons d'autres kits de grande capacité qui pourront aussi faire leur affaire, notamment des kits congélateurs, des baies charges qui permettent d'alimenter plusieurs choses, même des charges en courant alternatif. Avec l'énergie solaire, si tu as déjà rechargé, c'est là, tu n'auras plus besoin d'acheter des piles. C'est déjà OK, tu vois clair. Chaque année, la société installe en moyenne 1600 kits solaires domestiques, 2000 kits télé et 200 congélateurs, ce qui génère un chiffre d'affaires annuel de plus de 4 milliards de francs CFA. L'énergie solaire, précieuse pour les populations vivant dans les zones rurales, mais aussi pour les acteurs du secteur agricole. Ambroise Zunko est l'un des meilleurs planteurs de cacao dans le monde. Dans ce village d'Azaguié, situé à 40 km au nord d'Abidjan et qui abrite ses champs, il a décidé d'opter pour l'énergie solaire. Pompe à eau, serre, système d'irrigation innovant, cette technologie lui permet d'optimiser sa production agricole en assurant un approvisionnement en eau régulier et efficace. Grâce à ce système, nous avons ici un forage à 60 mètres de profondeur dans le sol, la pompe à immerger qui fonctionne avec les panneaux solaires fait remonter l'eau dans la citerne qui est à plus de 2,50 mètres de hauteur et par gravitation, toute cette eau-là sort goutte par goutte. En ayant recours à l'énergie solaire, Ambroise a su rendre son business encore plus rentable et gagner la confiance de ses acheteurs. Ambroise, on en est où donc de la banane du mois de septembre ou du mois d'octobre? Oui, pas de problème, c'est garanti d'avance, puisque avant on avait des difficultés à cause de l'eau. Or maintenant,
vous voyez tous ces bananiers qui ont souffert pendant cette saison sèche, désormais vont rattraper leur retard et vous arrivez ici, dans 6 mois, on est prêt à aller jusqu'à 4 tonnes et demie de bananes à l'hectare. Notre business est devenu hyper rentable grâce à nos partenaires. Nous sommes sur un nuage, surtout à cette époque où le cacao connaît une baisse drastique. Les AGR, les activités génératrices de revenus, coaxiales au cacao, que sont les maraîchers et les vivriers, sont la panacée que devaient saisir tous les agriculteurs. Ce système qui fait le bonheur d'Ambroise a été fourni par Grino, une entreprise spécialisée dans la distribution, l'installation et la maintenance de systèmes de pompage solaire et d'irrigation. L'avantage et tout l'intérêt de cette solution, qui est une solution à usage productif, c'est qu'elle permet aux producteurs de dégager davantage de revenus. C'est toute la raison d'être de notre présence d'ailleurs en Côte d'Ivoire. Et donc ça se traduit par une diversification des cultures, une augmentation des surfaces cultivées qui permettent in fine aux producteurs qui se cantonnaient à faire du vivrier à basculer vers ce qu'on appelle de l'agriculture de rente et à être en mesure non seulement d'améliorer leur qualité de vie, mais également de financer des équipements qui leur permettront d'augmenter leur productivité sur leur exploitation agricole. Ces équipements sont disponibles à crédit et payables en 24 mois. Il suffit pour recevoir une pompe de payer un acompte de 58 000 francs CFA qui donne lieu à une installation gratuite donc de cette dernière sur le site du client. Et il faudra ensuite s'acquitter de mensualités de 21 000 francs CFA sur 2 ans pour un coût total de 580 000 francs CFA. Selon une étude de Grino, les agriculteurs utilisant ce système d'irrigation solaire auraient vu leur rendement multiplié par 2 et leurs revenus multipliés par 5 en une seule saison. S'ils font le bonheur des agriculteurs, ces équipements solaires comportent un défi majeur pour ceux qui les commercialisent. Il faut les importer. Yopougon, PK26. Nous sommes à l'entrepôt de l'entreprise Grino qui vient de recevoir un lot de produits solaires. Les équipements sont conçus en Chine et nous les recevons par lot, donc un forecast de l'année. Donc nous avons prévu vendre 1000 pompes cette année. Donc nous sommes à la dernière réception de 710 pompes. Donc là nous avons 535 pompes 110 plus et 175 pompes agrio de l'autre côté. Les équipements dédiés à l'agriculture suscitent de plus en plus d'intérêt. La demande sur le marché ivoirien est en hausse parce qu'on essaie de changer la mentalité de nos agriculteurs qui ont pour habitude d'utiliser des motopompes diesel. Donc aujourd'hui avec notre proposition, nos systèmes que nous avons ici, nous leur proposons des pompes d'irrigation qui fonctionnent seulement qu'avec le soleil. Donc effectivement, il y a une hausse parce que ça leur permet d'avoir plus de bénéfices. Afin de soutenir les efforts de ces entrepreneurs de l'énergie solaire, le gouvernement ivoirien a pris des mesures pour les exonérer de certaines taxes. En ce qui concerne tout ce qui est matériel agricole ou matériel de production d'énergie renouvelable, le ministère de l'Agriculture, via l'État de Côte d'Ivoire, nous permet de bénéficier d'une exonération sur tout ce qui est matériel agricole. Aussi, le ministère de l'Énergie et des Mines nous permet aussi de pouvoir bénéficier d'une exonération sur, on va dire, tout ce qui est matériel de production d'énergie renouvelable. Une fois arrivé à l'entrepôt, chaque équipement est testé avant d'être emballé et stocké pour être acheminé vers le client. Si l'énergie solaire se révèle salutaire en zone rurale, en particulier dans les zones non raccordées au réseau national électrique, en zone urbaine, cela demeure encore un luxe. Abidjan, Faya. Ce matin-là, David Hachi, directeur général de AD Solar, a rendez-vous avec un de ses clients. Le client, M. Nda, a opté pour l'énergie solaire. S'il a sollicité David ce matin, c'est pour résoudre un problème. Comment ça s'est passé? On dirait qu'il y a eu un branchement quand ils ont mis le micro-ondes en marche. Ça a sauté en même temps? Oui, ça a sauté en même temps. Ah, ça souvent, ça peut arriver. Oui. C'est quelque chose qui peut arriver quand... Parce que le client a en fait activé les deux sources d'énergie simultanément. L'énergie en provenance du réseau CIE et celle issue de ces panneaux solaires. Cela a occasionné une surcharge au niveau du micro-ondes. Pour passer du solaire et tout ça, si en cas de... Voilà, ici là vous avez mis CIE. Vous pouvez couper CIE, vous n'avez pas besoin de mettre ça. Si vous coupez ça, vous êtes à 100% sur le solaire. Donc
quand c'est comme ça, vous ne payez plus sérieux, quoi. C'est ça. Sur cette partie-là. Ok, allons-y. Il s'agit d'une installation domestique solaire en triphasé avec 3 onduleurs, 32 panneaux, 8 batteries lithium et 12 batteries OPZ. Pour un coût dépassant les 15 millions de francs CFA. Un investissement qui vaut le coup pour M. Nda. J'ai choisi l'énergie solaire parce que ça me permet qu'en cas de panne, sur le réseau électrique, je puisse avoir de la lumière. Sinon, au départ, ça a un coût. Oui, mais il faut compter des millions. Cela fait maintenant plus de 10 ans que David Hachi travaille pour des clients comme M. Nda. Si le business est porteur, il n'est pas sans défi. Une des grosses difficultés, c'est d'avoir assez de moyens pour pouvoir faire une importation en quantité pour réduire les coûts. Parce que si jamais vous faites une importation avec juste quelques petits équipements, ça devient très lourd en termes d'importation. Dans le monde rural, dans les villes, l'énergie solaire a de l'avenir en Côte d'Ivoire. Selon l'Agence internationale pour les énergies renouvelables, le pays disposait de 46 MW d'énergie solaire installée à la fin de 2023. De retour sur le plateau de Made in Africa et pour débattre ce soir, j'accueille Bassarane Diaby, présidente de l'Association des professionnels des énergies renouvelables de Côte d'Ivoire à Percy. Avec elle, Philippe Miquel, directeur général de CFAO Infrastructure. Et notre troisième invité pour ce plateau, c'est Paul-Régis Bessala, PDG de Baobab Plus Côte d'Ivoire. Madame, messieurs, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue dans Made in Africa. Quand on parle d'énergie renouvelable, de quoi il s'agit? Qu'est-ce qui est renouvelable finalement? Vous avez 4 grands types d'énergie renouvelable. Le solaire, dont on a vu quelques exemples dans le reportage à l'instant. L'énergie éolienne, à force du vent. L'hydroélectricité, qui représente en Côte d'Ivoire près de 30% de la production d'électricité. Et puis la biomasse, qui est aussi utilisée maintenant en Côte d'Ivoire pour produire de l'électricité à partir des déchets agricoles notamment. Donc ça veut dire que c'est la source d'énergie qui peut se renouveler, c'est bien ça? Tout à fait. Ok. Qu'est-ce que vous faites chez CFAO Infrastructure? Parce qu'on connaît CFAO, mais le côté infrastructure, on le découvre. Est-ce que vous pourrez présenter ce que vous faites? CFAO, c'est la branche de CFAO Infrastructure, c'est la branche du groupe CFAO qui produit de l'énergie, à la fois de l'énergie centralisée à travers des centrales solaires, éoliennes, de géothermie également, raccordées au réseau, et puis qui fournit des solutions d'accès à l'énergie, du solaire en toiture, comme on l'a vu dans le reportage, et des solutions d'efficacité énergétique et des solutions de service à l'énergie en général pour que nos clients consomment l'énergie de façon la plus efficace possible. Ouais. On a vu Baobab tout à l'heure dans les villages, on a vu AD Solar en ville. En fait, ça avance vite. On a CFAO, Infrastructure. Aujourd'hui, vous avez votre association qui regroupe, Bassarane Diaby, l'ensemble des professionnels des énergies renouvelables. Vous êtes combien déjà pour nous donner une idée de la vitesse à laquelle le secteur se met en place? L'association, qui est l'association des professionnels des énergies renouvelables de Côte d'Ivoire, est une association qui regroupe au jour d'aujourd'hui 36 membres, qui sont des entreprises, c'est-à-dire comprend des PME, des entreprises un peu plus grandes. Alors, il y a différents secteurs, tout le monde n'est pas dans le solaire? Tout le monde n'est pas dans le solaire. Il y en a certaines qui sont dans le domaine des finances vertes. Il y en a certaines qui sont dans le domaine de la biomasse. Il y en a d'autres qui sont dans le secteur des éoliennes. C'est vrai que ce n'est pas encore très développé en Côte d'Ivoire, mais il y a du potentiel. Alors, on a vu dans le reportage Baobab Plus, vous avez installé des panneaux solaires dans les villages. Finalement, on a le sentiment que vous ne faites pas que du business, vous avez aussi un petit rôle militant. Vous allez là où les populations ont le plus besoin d'énergie. C'est ça votre vision? Tout à fait. L'idée, c'est d'aller justement adresser ce besoin-là dans des zones qui ne sont pas encore accordées au réseau électrique national. On connaît la volonté de l'État, mais d'ici là, il faut que ces populations bénéficient aussi du développement qui va vite aujourd'hui dans l'ensemble du monde et leur donner aussi la possibilité de rêver, de développer leur potentiel et d'aller justement réussir tous les challenges qu'ils pourraient avoir dans la vie. Aujourd'hui, est-ce que les besoins ou même les demandes sont plus fortes au niveau rural plutôt qu'au niveau urbain?
selon votre expérience? Alors, je dirais qu'à partir du moment où nous, on s'est spécialisé dans la zone rurale, on va dire que c'est là-bas où il y a du potentiel et où il y a de la demande. Mais je pense qu'aujourd'hui, connaissant le contexte économique avec l'inflation et le prix de l'électricité, définitivement, les zones urbaines et périurbaines vont aussi aller vers ces solutions-là. En plus du fait qu'on propose aussi, au-delà des kits domestiques classiques, on a aussi des produits à usage productif qui peuvent parler à toute personne en zone rurale comme en zone urbaine, tel qu'on l'a vu pour les congélateurs qui fonctionnent au solaire. Alors, les solutions qu'on a vues, pour l'instant, ce sont des solutions pour particuliers. Est-ce que, quand vous faisiez votre présentation, j'anticipe que vous pouvez également mettre en place, vous, des installations qui s'appuient sur du renouvelable, mais qui pourraient alimenter des grosses usines en besoin d'énergie propre? Tout à fait. Les clients que nous servons dans ces solutions-là vont de la petite station-service qui veut s'équiper en panneaux solaires pour un complément d'énergie, jusqu'à l'industriel qui va jusqu'à quelques mégawatts de capacité installée pour fournir une partie très significative de son besoin d'énergie pour le fonctionnement de son usine. Donc c'est effectivement des solutions qui sont extrêmement adaptables à tout secteur d'activité. Vous posiez la question tout à l'heure de savoir est-ce que la demande était plus importante dans le domaine rural qu'en milieu urbain. En fait, elle est assez différente. En milieu rural, vous avez beaucoup d'agriculteurs en particulier ou de gens qui vivent dans ces zones rurales qui demandent des kits solaires, donc de petites capacités. Alors que dans les zones urbaines, vous avez plutôt soit le secteur industriel, soit le secteur commercial, qui demandent là aussi un accès à de l'énergie solaire, mais en capacité beaucoup plus importante. Mais quelle est la motivation des entreprises? Est-ce que c'est une motivation de rentabilité? Est-ce que c'est parce qu'on veut réduire son empreinte carbone? Quelles sont les motivations des entreprises? C'est avant tout, aujourd'hui, un besoin de réduire son coût de l'énergie. C'est la première demande qui nous est faite. C'est beaucoup, aujourd'hui, d'entreprises qui veulent être compatibles avec des engagements climat qu'elles ont pris. Et puis, dans certains cas, c'est une volonté de maîtriser son approvisionnement énergétique et de ne pas subir les évolutions de prix qu'elle pourrait subir à l'avenir en fonction de la situation économique des autres sources d'énergie. Mais la principale demande, c'est aujourd'hui une question de coût. Oui, de coût. Alors, dans votre association, il y a des spécialistes en finances vertes, vous voyez ma transition. On va parler de coûts, on va parler de finances. Est-ce que les clients que vous avez en général sur l'ensemble de votre chaîne de valeur s'inquiètent des coûts d'installation du solaire ou du renouvelable en général? Oui, c'est une des premières préoccupations des utilisateurs finaux, le coût d'acquisition des équipements. Mais nous, en tant qu'organisation, vous défendez les intérêts de vos membres? Oui, nous menons des actions de plaidoyer auprès du gouvernement afin que des politiques soient mises en place en vue de la détaxation des équipements, du coût des équipements à l'importation. Ouais. Parlons donc justement des coûts. Un frigidaire ou même un congélateur, près d'1 800 000, c'est quand même cher. Vous, qui avez pour ambition de vulgariser, c'est quoi vos stratégies, c'est quoi votre regard par rapport au coût des installations solaires aujourd'hui? Je dirais que la stratégie, elle est à deux niveaux. Déjà, dans un premier temps, il faut qu'on revoie un peu, qu'on travaille sur le coût d'acquisition, nous, en interne du produit, parce que malgré tout, ça reste une technologie innovante qui est encore très peu connue, où il y a encore du travail à faire en termes d'optimisation du produit pour le peaufiner, pour le rendre véritablement à la fois performant, mais aussi finalement moins coûteux. Mais de l'autre côté, on a mis en place ce modèle de pay-as-you-go, donc cette possibilité pour les acquéreurs de financer leurs produits avec des paiements échelonnés sur une période déterminée. Ça fait que finalement, ils ont un impact amoindri au niveau de la trésorerie, tout en bénéficiant du produit dès les premiers jours de l'acquisition, et de pouvoir avoir cette rentabilité qui peut être évaluée, parce que des produits, généralement, des équipements solaires, ils ont des durées jusqu'à 30 ans. Nos réfrigérateurs, nos congélateurs sont garantis 2 ans. Donc, il y a un accompagnement et il y a une possibilité de véritablement rentabiliser tout au long de l'utilisation du produit, en ayant un impact direct sur leurs revenus. Quand on voit, par exemple,
le boutiquier et même dans les ménages pour un impact en termes d'économie sur des factures d'électricité. Alors, cette émission est quand même assez surprenante. Hein. On se rend compte qu'on peut alimenter sa maison avec de l'énergie solaire, avec des panneaux. Finalement, il y a des solutions, mais peut-être que ce n'est pas suffisamment connu. Est-ce que vous ne devez pas également mener des actions de communication à grande envergure? Nous nous sommes engagés activement à sensibiliser les populations pour une meilleure adoption de ces solutions. Et une première action de sensibilisation qu'on fait sur le terrain, va à l'endroit des organismes financiers, les banques et les microfinances qui ont pour rôle d'accompagner les utilisateurs finaux à acquérir ces équipements afin de leur permettre de mieux connaître, de mieux comprendre les différentes technologies qui existent sur le marché et aussi comprendre aussi les avantages économiques et environnementaux qu'ils ont en adoptant ces solutions. Est-ce qu'il y a des banques qui vous ont déjà suivi, qui proposent des préfinancements? Oui. En dehors de vous, est-ce qu'il y a des cas de préfinancement? Oui, il y en a de plus en plus. Votre retour d'expérience sur l'accompagnement bancaire? Il y a énormément d'abord de besoins d'installation d'équipements solaires. Il y a énormément de personnes aujourd'hui qui sont prêtes à installer ces équipements et il y a énormément de banques qui sont prêtes à accompagner ces financements. Donc ce n'est pas tellement un problème de financement, c'est souvent un problème de ce qu'on appelle le modèle d'affaires, mais le solaire se développe de façon extrêmement importante et les banques nous accompagnent quasiment systématiquement sur les projets qu'on développe. Okay. Alors, les banques accompagnent les acquéreurs. Est-ce que les banques accompagnent aussi les entreprises? Bien sûr. Vous, CFAO Infrastructure, vous êtes accompagné. Et vous? Oui, tout à fait. On est, déjà, pour remettre un peu dans le contexte, on est une filiale sœur de Baobab qui est la microfinance. Et on est justement dans une démarche globale, totalement intégrée, où, au travers des solutions que nous proposons à nos clients, via le PAS Hugo, on peut générer un historique qui peut leur permettre d'intégrer la microfinance et ensuite d'être derrière financé pour l'acquisition de différents autres produits, et en l'occurrence encore d'autres produits à usage productif comme les nôtres. Monsieur Michael, aujourd'hui, est-ce que l'État a mis en place des mesures incitatives qui vous rassurent et qui vous mettent à l'aise pour investir dans le secteur aujourd'hui? Écoutez, aujourd'hui, oui, certaines mesures sont en place. D'autres sont attendues? D'autres sont attendues. Elles sont attendues au titre de l'annexe fiscale 2024. On attend les décrets d'application. Ça sera une mesure importante pour le développement du secteur. Pourtant, l'État avait déjà pris certaines décisions en matière de défiscalisation. Qu'est-ce que vous attendez encore? C'est vrai que l'annexe fiscale prévoit la défiscalisation, mais aujourd'hui, c'est une décision... De quoi? Parce que ça dépend. Des équipements à production solaire. OK. Donc, aujourd'hui, c'est vrai que la décision a été prise, mais il faut maintenant une décision concertée entre les différents ministères qui sont concernés par cette décision. Voilà, pour que l'application soit plus effective. OK, ça veut dire qu'on avance. On avance. Ce qui est important dans la défiscalisation, c'est qu'il faut la comprendre comme un booster au début pour permettre à une technologie qui est nouvelle, comme c'est le cas du solaire, de devenir accessible. Et une fois qu'elle est accessible, eh bien à ce moment-là, on peut supprimer ces incitations fiscales. D'autres pays dans la zone ont mis en place ces mesures et ont développé cette industrie du solaire de façon beaucoup plus rapide. Et donc, ces mesures seront les bienvenues pour accélérer le secteur. Est-ce que vous comptez vous étendre à autre chose qu'au solaire? Nous faisons déjà autre chose que le solaire. Nous proposons dans le renouvelable? Non, dans le renouvelable, pour l'instant, on va encore rester sur le solaire. Je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Il y a encore beaucoup de sensibilisation, beaucoup de choses à apporter avant d'envisager de regarder autre chose. Vous restez avec moi, on va au Maroc. On vient de le voir, l'énergie solaire se développe en Côte d'Ivoire. Le pays où nous vous emmenons maintenant dispose, lui, d'un potentiel solaire considérable. Je veux parler du Maroc. En exclusivité pour Made in Africa, nos équipes ont pu tourner dans un complexe hors du commun installé sur 3000 hectares et composé de 3 différentes centrales. Maroc, la plus grande centrale solaire d'Afrique. Un reportage de Jeanne Hutin et Roman Émilie Kofi. La région de Ouarzazate, à 200 km de Marrakech, au cœur d'une zone aride, se trouve un complexe hors du commun, Nour Ouarzazate. Installé sur 3000 hectares, composé de 3 différentes centrales,
Il est l'un des plus grands complexes solaires au monde. Moustapha Selam, ingénieur de formation, en est le directeur depuis 9 ans. Initialement, c'était des champs arides, comme vous pouvez voir à ma gauche, où il n'y avait absolument que le désert caillouteux. Au jour d'aujourd'hui, ce désert caillouteux a été exploité pour pouvoir en tirer bon profit et produire de l'énergie solaire. Dans la région, le soleil brille plus de 3000 heures par an, grâce aux rayons du soleil qui se réfléchissent dans près de 2 millions de miroirs. 580 mégawatts sont produits chaque année. C'est l'équivalent de la consommation énergétique de plus de 2 millions de foyers marocains. Derrière ce projet pharaonique, une volonté du Maroc, produire sa propre énergie et investir dans les renouvelables. Sans ressources en pétrole ou en gaz, le Maroc a choisi de se tourner vers les énergies dont il dispose, le soleil, le vent et l'eau. Le but, atteindre d'ici à 2030 les 52% d'énergie produite à partir de sources renouvelables. Nour 1 est la première centrale du complexe qui a vu le jour en 2016. Ici, pas de panneaux photovoltaïques, mais des miroirs incurvés, au nombre de 540 000. Leur rôle est de suivre les mouvements du soleil. Au début de la journée, ils sont tous dirigés vers ce côté-là, c'est l'est. Et là, comme on se retrouve en milieu de journée, ils suivent un petit peu la position du soleil qui est au zénith. En fin de journée, ils vont être dirigés de ce côté-là, ouest. Donc, ils suivent de manière continue la position du soleil durant la journée. Ces miroirs orientent les rayons du soleil vers un tube et chauffent un liquide qui se trouve à l'intérieur de celui-ci. Le liquide, il arrive au champ solaire et il va gagner 100 degrés Celsius une fois à l'intérieur pour retourner au niveau du cœur de la centrale. L'électricité est ensuite créée grâce à des turbines. Mais toute l'innovation de cette centrale solaire, c'est sa capacité à stocker la chaleur dans ces immenses cuves. Une fois le soleil couché, la centrale peut donc continuer à produire de l'électricité. On va pouvoir produire durant toute la journée avec une possibilité de stockage durant 3 heures encore durant la nuit. Et cela constitue un avantage considérable parce qu'il permet de remédier à un inconvénient des énergies renouvelables qui est l'intermittence. Donc vous pouvez produire et quand vous ne pouvez plus produire, vous avez un stockage et vous pouvez remédier à ça. Mais une fois l'électricité produite, le travail ne s'arrête pas là. Il faut s'assurer qu'elle arrive dans les foyers marocains, une mission qui a nécessité la construction de lignes à haute tension. Derrière moi, vous voyez le poste d'évacuation. C'est le poste dans lequel on rassemble l'ensemble de la production des différentes centrales du complexe. Au total, nous produisons 582 MW. Et ces 582 MW, ils vont être délivrés déjà en premier lieu au poste de Ouarzazate pour alimenter l'ensemble de la région, mais également pour des villes plus lointaines, telles que Tinrir, Zagora et Marrakech éventuellement, voire même plus loin. Seul bémol au tableau, la technologie et l'infrastructure pour faire fonctionner la centrale sont coûteuses. Sur la centrale Nour 1, produire 1 kWh coûte environ 100 francs CFA. Mais ce même kilowattheure est revendu 2 fois moins cher à l'Office national de l'électricité marocain, soit 50 francs CFA. La différence est subventionnée par le Royaume du Maroc, qui perd chaque année 50 milliards de francs CFA. Pour que tout fonctionne bien dans cet immense complexe, ça se joue dans la salle de contrôle. Salam alaikum. Salam salam. Ça va? Alors comment ça marche ici? Alhamdulillah. Tous les paramètres sont bons? Ici, la surveillance est faite 24 heures sur 24. On fonctionne chaque jour, jour férié compris. Et le soir, on fait de la production nocturne parce qu'on délivre dans le réseau. Mais même on se prépare pour le lendemain.
on vérifie les paramètres, on assure le suivi de la maintenance, de nettoyage, etc. Donc il y a beaucoup de choses qui se font jour et nuit. Donc il y a toujours des shifts qui fonctionnent ici au niveau de la centrale. Le but de cette surveillance, pouvoir signaler dès qu'un problème apparaît dans la centrale et le régler rapidement. Et donc l'ensemble des paramètres sont suivis ici pour assurer un fonctionnement optimal de la centrale pour avoir le maximum de production possible durant une journée normale. Et sur le panneau central, il est possible de suivre en direct la production d'électricité. Donc en temps réel, en ce moment même, nous sommes en train de produire 110 MW. Cette production de 110 MW est liée au temps peu ensoleillé de cette journée. En moyenne, elle peut monter à 160 MW. Si pour produire cette électricité, il faut du soleil, le complexe a aussi besoin d'eau pour fonctionner. Moustapha Selam nous emmène vers l'une des zones clés de la centrale. Parmi les infrastructures les plus cruciales pour le fonctionnement d'un complexe comme celui-là, c'est l'eau. Et notamment, Mazen a pu s'installer ici parce qu'il y a une source d'eau juste à côté et qui permet de nous livrer cette quantité d'eau. Un immense réservoir a donc été construit pour stocker une partie de cette eau qui provient d'un barrage situé à une dizaine de kilomètres du complexe. Donc au total, nous avons 30 000 mètres cubes de stockage qui nous permet d'avoir une autonomie jusqu'à 5 jours. Donc annuellement, le complexe a besoin, jusqu'à l'année dernière, de 2,3 millions de mètres cubes. Au Maroc, les sécheresses sont fréquentes, alors l'apport en eau reste l'un des plus grands défis. La centrale a aussi permis de créer de nombreux emplois. 660 personnes y travaillent, dont une partie sont des habitants des villages aux alentours. C'est le cas de Rachid. Avant, il travaillait comme chauffeur à Casablanca. En 2014, il obtient un poste dans le complexe solaire. Un emploi qui lui permet de revenir dans son village natal et d'y construire une maison. Je gagne 2 fois plus que quand j'étais chauffeur à Casablanca. La situation pour moi s'est largement améliorée. Je gagne mieux et ça me permet aussi d'économiser et mener des projets en parallèle comme acheter du bétail par exemple. Après avoir bu le thé avec son fils, il enfile sa tenue de travail et part en direction de la centrale. Rachid est jardinier. Sa mission, rendre le lieu plus accueillant, mais aussi stabiliser la terre grâce aux plantes et ainsi assurer la sécurité des bâtiments. Dans ses collègues, beaucoup sont dans la même situation que lui. Omar, il vient du même village que moi. Et grâce à Dieu, on travaille à la centrale ensemble. Parce que si la centrale n'était pas là, on serait tous les deux déjà partis dans des grandes villes pour trouver du travail. Au-delà de la création d'emplois, Mazen s'est impliqué dans les 34 villages avoisinant la centrale solaire, en mettant en place des projets pour assurer leur développement. C'est le cas ici, avec l'installation de panneaux solaires qui permettent de pomper de l'eau. Là, c'est le compteur avec l'électricité solaire qui arrive. On peut voir les volts ici. Et ça permet ensuite de venir pomper de l'eau au niveau du puits. Ils ont bénéficié de ce projet de pompage solaire parce que c'est normal, puisqu'il y a une centrale qui utilise de l'énergie propre. Pourquoi le village utilise le gasoil? En plus d'être moins polluante, l'énergie produite est moins chère. Et l'eau est donc plus facile d'accès pour les agriculteurs. Les conséquences de ce projet, c'est que la productivité est améliorée et le revenu agricole s'est élevé. Mazen initie plusieurs projets. C'est un engagement de Mazen à contribuer positivement à développer cette région pour améliorer les conditions socio-économiques de la population. Dans ce village de Tessalmen, ce sont 48 hectares de champs qui peuvent être arrosés grâce à ce puits. Une réussite pour Mazen. L'avenir énergétique du Maroc semble brillant. En 2024, 42% de son énergie installée est d'origine renouvelable.
Même si le problème reste le coût élevé de cette énergie solaire à la technologie de pointe, le pays semble en bonne voie pour atteindre son objectif de 52% d'énergie renouvelable d'ici à 2030. Retour sur le plateau de Made in Africa, je reçois Mahaman Sow, il est directeur de EDF Afrique de l'Ouest. Bonsoir. Bonsoir. Merci de nous rejoindre. Vous aussi, vous êtes dans le solaire. Quand on parle d'un pays avec 3000 heures d'ensoleillement par an, on peut difficilement rêver mieux. Absolument, et c'est représentatif, je dirais, du potentiel d'irradiation solaire qu'il y a en Afrique, qui est estimé aujourd'hui à 60 millions de térawattheures par an, et qu'on peut comparer, par exemple, à celui de l'Asie, en rajoutant le Moyen-Orient, qui lui est estimé à 37,5 millions de térawattheures par an. Donc on montre bien qu'en Afrique, il y a un potentiel sur le solaire qui est supérieur de 30%. Mais là où le bas blesse, c'est qu'il y a une différence entre potentiel et taux de pénétration, c'est-à-dire la capacité à transformer, je dirais, ce potentiel en projet. Ouais. Pas de gaz dans le pays, pas de pétrole. En fait, le Maroc, concrètement, n'avait peut-être pas d'autre choix. C'était une évidence pour le Maroc de se lancer dans le solaire. C'était une évidence, ils l'ont fait très tôt. Oui. 2016, c'était un moment où les prix du solaire étaient relativement élevés, ça a beaucoup baissé depuis. Mais le Maroc a aussi un enjeu qui est d'approvisionner une partie de l'industrie européenne. Ils ont notamment développé des savoir-faire dans l'industrie aéronautique comme sous-traitant de l'industrie aéronautique européenne. Et l'Europe impose des contraintes d'émissions de CO2 pour les produits qui arrivent en Europe. Et donc le Maroc, comme porte ouverte vers l'Europe, avait cette obligation d'être, je dirais, avec un contenu CO2 relativement contraint par sa proximité avec le continent européen. Question de conformité. Question de conformité qui va se poser de façon de plus en plus importante en Europe et dans les autres régions du monde où cette problématique du climat devient de plus en plus importante. Alors, quand vous parlez, on comprend la contrainte, puisque quand on regarde l'équilibre économique, on se rend bien compte qu'on produit pour 100 et on distribue à 50, et la différence est subventionnée par l'État. Alors, quel est votre regard sur ce modèle? Il faut remettre ça un petit peu dans son contexte. C'est vrai que le Maroc a véritablement été précurseur en créant un cadre et en mettant, je dirais, l'accent sur le développement des énergies renouvelables. En commençant, ils ont d'abord mis l'accent sur l'éolien, qui à l'époque était une technologie plus rentable que celle des panneaux solaires. Quand on parle de l'époque de 2010, le prix ramené au watt installé d'un panneau solaire, c'était de l'ordre de 3 €. Donc aujourd'hui, les prix sont beaucoup plus bas. Leur deuxième enjeu, c'était aussi de ne pas dépendre de l'intermittence. Ça a été très bien dit dans le reportage. Donc comment développer en masse les énergies renouvelables tout en gérant le pilotage de cette énergie et notamment en étant en capacité de pouvoir traiter la période du soir ou la période de pointe. Et donc c'est à ce titre-là que eux, le solaire, ils ont aussi mis l'accent pas sur le photovoltaïque, donc celui qui permet de convertir les rayons du soleil directement en énergie électrique continue, mais à travers cette solution qu'on appelle le CSP, donc où là on réoriente les rayons du soleil donc vers des flux caloporteurs pour ensuite le stocker et au moment où on en a besoin, pouvoir, je dirais, faire tourner des turbines à vapeur. Et c'est cette technologie intégrée et complète qui effectivement coûte cher, mais qu'il ne faut pas comparer à une énergie, je dirais, solaire classique, parce que là, on est sur un moyen de production pilotable. Concrètement, ça coûte cher et apparemment, ce n'est pas rentable. Pour le modèle dans lequel ils sont jusqu'à présent, on est bien d'accord. Est-ce qu'on peut s'attendre aujourd'hui, dans vos plaidoyers, à ce que l'État dise, écoutez, j'ai pris des engagements, j'ai des contributions déterminées nationales à respecter, et donc en vertu du fait que je me suis engagé à réduire mon empreinte carbone, je décide de subventionner le solaire. Est-ce qu'on s'attend, dans vos stratégies, à la subvention de l'État? Oui, on s'y attend parce qu'il y a une certaine dynamique qu'on constate en Côte d'Ivoire en raison des questions relatives au réchauffement climatique. Voilà, et de plus en plus, il existe des mécanismes de financement pour accompagner ce type de projet-là, que ce soit à petite échelle ou à grande échelle. Et on voit une certaine volonté de l'État aussi avec les différents projets en développement. Tout récemment avec la centrale de Boundiali et aussi les projets de Biokala qui sont en développement. Ouais. On voit réellement une certaine volonté
au niveau de l'État de faire passer ce mix énergétique là de 25% à 42% à l'horizon 2030. En Afrique, c'est qui les leaders en fait de l'énergie renouvelable? On a vu que le Maroc est champion, ne serait-ce que sur le solaire. Est-ce qu'il y a d'autres personnes également qui sont en pointe? C'est pareil, si on distingue potentiel et projet, donc en termes de potentiel, par exemple, la Namibie est l'un des pays qui offre, en termes de solaire, vraiment le meilleur potentiel. Vient en deuxième l'Égypte, oui. et ensuite on a le Lesotho et la Libye. Mais en termes de projets réalisés... Donc, en termes de potentiel, ils sont en avance sur le Maroc. Ils sont en avance sur le Maroc. D'où l'importance des projets plutôt que du potentiel. Exactement. Il y a un pays qui est assez spécifique en Afrique, qui est le Kenya, où 98% de la production électrique est d'origine renouvelable, parce que le Kenya a fait, lui, le pari de la géothermie et avait dans son sous-sol les capacités de développement d'une technologie qui est encore un peu plus compliquée que celle que l'on a vue, qui est la géothermie. Et grâce à ça, le Kenya est à 98% de son mix. Je m'en voudrais si je ne vous demande pas comment est-ce qu'on peut créer de l'énergie avec la température du sol. Assez simple, on va chercher à 3000 ou 4000 mètres dans le sous-sol de l'eau à très forte température qui ensuite est remontée en surface pour faire tourner des turbines à vapeur pour produire de l'électricité. Simplement. Tout simplement. Simplement, il faut avoir le potentiel dans son sous-sol et c'est un potentiel assez spécifique dont bénéficie le Kenya. Alors, est-ce que ce serait possible d'envisager de se passer de l'électricité entre pays voisins, une coopération énergétique sur le solaire? Je pense qu'on le fait déjà en Côte d'Ivoire puisqu'on a une capacité de production nationale de presque 3000 MW. Je passe sous le contrôle de mes confrères. Et donc, la Côte d'Ivoire est déjà pionnière dans ce domaine puisqu'on exporte 10% de notre production nationale à certains pays de la sous-région. Donc, c'est prévu déjà. C'est en cours. Il faut que je pose la question au directeur régional. Alors, vous couvrez la région, votre regard? Oui. Aujourd'hui, il existe déjà ce qu'on appelle une intégration, je dirais, des systèmes électriques des différents pays de la sous-région, si on prend celui de l'Afrique de l'Ouest. Donc ça existe déjà. Donc il y a déjà les infrastructures. Il y a même aujourd'hui un cadre réglementaire, donc avec notamment un centre de contrôle et une salle des marchés qui est en train de se créer à Cotonou, au Bénin, pour pouvoir, je dirais, traiter et favoriser les différents échanges d'électricité à travers un marché entre les différents pays de la sous-région. Aujourd'hui, ce qu'il existe déjà, c'est des échanges avec des accords bilatéraux, donc la Côte d'Ivoire, le Mali. Mais aujourd'hui, il y a une interconnexion qui va même jusqu'en Guinée, en passant par la Sierra Leone et le Libéria. Mais aujourd'hui, c'est, je dirais, déjà le cas. Alors, c'est moins pour le cas du solaire, parce que le solaire reste une énergie, ce qu'on appelle décentralisée. Là où c'est, je dirais, flux d'énergie vont prendre sens, c'est lorsqu'on réalise des centrales de production d'énergie de très grande capacité et en plus qui sont pilotables comme les grandes centrales, comme le grand parc thermique dont dispose la Côte d'Ivoire. Et c'est à travers ce parc thermique que d'ailleurs la Côte d'Ivoire est capable de soutenir un certain nombre d'autres pays. Alors, vous voulez réagir sur ce point? Non, je voulais faire le lien entre vos deux reportages. Oui. La transition énergétique, c'est deux éléments. C'est le passage d'énergie fossile à des énergies renouvelables, c'est votre deuxième reportage. Et puis il y a un deuxième élément qui est moins connu, qui est le fait que le consommateur devient producteur de sa propre énergie. Et c'était votre premier reportage. C'est ça. Et c'est le développement de ces deux solutions qui vont permettre une intégration du système électrique en Afrique. Et c'est sur ces deux éléments-là de la transition énergétique qu'il faut absolument baser le développement de l'accès à l'électricité dans les pays comme la Côte d'Ivoire et dans la région en général. Philippe Miquel, vous parlez de transition. Et moi aussi, je vois une autre transition, c'est que dans le premier reportage, on était sur des particuliers ou alors des entreprises, donc on l'a vu. Mais là, avec Nour Ouarzazate, on est sur une centrale qui produit pour l'injecter sur le réseau. D'où la question qui vient, est-ce que la Côte d'Ivoire aujourd'hui a des projets ou des activités en cours pour développer des centrales qui vont produire de l'énergie propre à injecter sur le réseau? Absolument. Ce qui a été présenté en fait comme objectif de la Côte d'Ivoire d'intégrer dans son mix 42% à partir d'énergie renouvelable, va intégrer 8% de part de solaire, va intégrer 8% de part
très probablement de biomasse, va intégrer un petit peu d'éolien et puis ensuite, dans une plus grande proportion, de l'hydroélectricité. Mais tous ces projets sont des projets en fait d'infrastructures de taille significative dont la vocation est d'injecter sur le réseau, donc de vendre à l'État ivoirien qui ensuite la cède à la CIE, qui l'achemine et la commercialise vers nos usagers finaux. Et vous-même, EDF, vous êtes sur quel projet? Dans le cadre du solaire, on intervient vraiment sur toute la chaîne de valeur. Vous avez mis en lumière une de nos filiales qui s'appelle Greeno, qui est une des activités qu'on développe, notamment dans les zones rurales, c'est-à-dire qui contribue à l'accès à l'énergie. Mais on travaille aussi au niveau des industries, notamment pour les accompagner dans leur transition énergétique, en installant des panneaux solaires au niveau des industries. Et puis on est aussi sur ces grands projets d'infrastructure. Donc en Côte d'Ivoire, ici, on a démarré la centrale biomasse, le projet BioVA, qui vise en fait à transformer des déchets organiques issus de l'agriculture, notamment des feuilles de palmier à huile. Il faudra en collecter 500 000 tonnes par an et qui vont être convertis en énergie et donc qui vont avoir pour vocation à être injectés sur le réseau. Ouais. Donc ça, c'est un projet vraiment de grande ampleur parce que ça positionne la Côte d'Ivoire véritablement comme un hub en termes aussi d'innovation énergétique. Ce sera la plus grande centrale d'Afrique de l'Ouest et centrale. Il faut qu'on soit numéro 1 africain, plus régionaux. Bassaron Diaby, 42% d'énergie renouvelable en Côte d'Ivoire d'ici 2030. Quand vous voyez l'allure et la trajectoire que prend le développement de ces énergies en Côte d'Ivoire, est-ce que vous pensez que c'est possible? Oui, c'est possible parce que bon, déjà l'État, tout part d'une volonté, puisque l'État a pris déjà l'engagement d'ici 2030 d'atteindre ce mix énergétique et avec l'engagement des acteurs, les investissements, je pense que tout y est pour que vraiment on se positionne comme un acteur clé en Afrique dans le secteur des énergies renouvelables. 42% en Côte d'Ivoire d'ici 2030, votre avis? Je pense qu'il y a énormément de besoins en électricité dans le pays. Je pense que l'impact de l'enjeu climatique va aller grandissant. On va demander de plus en plus à la Côte d'Ivoire et à d'autres pays d'avoir un contenu carbone dans son mix énergétique le plus limité possible. Et comme ça a été dit précédemment, il y a un potentiel énorme dans le pays et toutes les raisons de l'utiliser. C'est la fin de cette émission et n'oubliez pas, on a abordé plusieurs sujets, on ne peut pas tous les aborder. N'oubliez pas les emplois, c'est aussi un secteur pourvoyeur d'emplois. Merci à vous, chers invités, d'avoir participé à cette émission de Made in Africa. Merci à vous aussi, fidèles téléspectateurs, de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un tout nouveau numéro de Made in Africa. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre site internet, c'est www.rti.ci ou sur l'application RTI Mobile. Vous pouvez aussi suivre nos activités sur les réseaux sociaux, Made in Africa pour Facebook et Made in Africa TV pour Instagram et Twitter. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à préparer cette émission, aux équipes de production d'Éléphant Africa, mais aux équipes de la RTI également pour la réalisation excellente suite de programmes sur RTI 1. À très bientôt.